On va lancer ce deuxième temps de rencontre avec notre invité. Je vais vous demander votre attention et surtout d'être à l'écoute. Pod a toujours le truc de se projeter. Il se projette toujours assez loin. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, donc du coup, pour lui là, c'était qu'est-ce qu'il allait faire. Voilà, qu'est-ce que je vais faire. La voix est quelque chose de très personnel. Je me suis dit que la retrouver serait top. La sclérose latérale amyotrophique, tout le monde l'appelle la maladie de Charcot, le nom du médecin qui l'a découvert tout simplement. C'est une maladie neurodégénérative qui atteint en fait tous les muscles volontaires du corps. C'est la commande entre le cerveau et le muscle ne fonctionne plus en fait. Il a de plus en plus de mal à s'exprimer. Donc au fur et à mesure, il perdait certaines consonnes, certaines voyelles. Et en même temps, il y avait la fatigue musculaire qui se faisait au niveau des muscles respiratoires. Les deux choses combinées, au fur et à mesure, on perd sa voix. Son système de communication aujourd'hui, c'est un ordinateur. Je perds ma voix 1 an et demi après le diagnostic. Alors que ce soit tablette ou ordinateur, comme tout le monde peut avoir à la maison. En bas de l'écran, il y a une barrette avec un système infrarouge qui analyse le mouvement de mes yeux. Grâce à ça, je fixe les lettres de mon clavier virtuel et ça écrit. On trouve un nouvel équilibre et une certaine sérénité jusqu'au jour où Pod me dit qu'il a une surprise. Je m'appelle Marc-Antoine Lebray, je suis imitateur, humoriste on va dire, puisque je fais des imitations en faisant des sketchs. Je choisis Marc-Antoine parce que je le trouve très bon et il a l'air sympa. Pod me contacte fin 2020. Il m'envoie un message sur Instagram en me disant Bonjour Marc-Antoine. Je suis Pon, beatmaker et j'ai la maladie de Charcot. J'y aurais besoin de tes services. Peut-on en discuter ? J'aimerais que tu puisses m'imiter afin que je puisse retrouver ma voix. C'est vrai que ça touche énormément et à la fois ça met quand même une petite pression parce que j'ai vraiment pas envie de le décevoir. Coulisses, émotions, confidences. Nous avons le plaisir de vous présenter et de converser en direct et avec vous, avec la journaliste indépendante et autrice de podcast depuis 2018, Jeanne-Marie Desnos. Bonjour Jeanne. En tant que journaliste, tu contribues au format Transfert, produit par Slate, podcast natif le plus écouté en France, mais aussi à d'autres podcasts à succès, comme Émotion ou Passage de Louis Média et Scandale de Madame Figaro. Aujourd'hui, tu es avec nous pour échanger sur les coulisses de ton travail. Tu rencontres des personnes avec qui tu vas travailler sur des récits de vie et on imagine qu'il y a un gros travail sur la narration à faire derrière. Alors pour démarrer cette rencontre, je te propose de nous raconter un peu une anecdote, un événement qui t'a marqué lors de tes nombreuses interviews. Et puis après, avec le public, on entamera un échange et vous pourrez directement poser les questions à Jeanne qui vous traversent l'esprit. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est que vous entendez bien. Moyen, c'est mieux, très proche, ok. C'est que j'ai accès, grâce au micro, à des univers, à des personnes, à des histoires auxquelles je n'aurais pas du tout eu accès si j'avais pas eu ce micro magique. Donc j'interviewe des artistes, j'interviewe des sauveteurs en mer dans toutes les stations de France, j'interviewe des psys ou je sais pas un journaliste du Washington Post. Enfin, c'est quand même incroyable d'avoir accès à tous ces gens qui me sortent clairement de mon quotidien. Et j'ai aussi accès, à travers les formats que vous connaissez peut-être, notamment Transfert, à des récits de vie et qui vont bien plus loin qu'une simple conversation au café, en fait. Les gens vont m'ouvrir complètement leur intimité, on va aller dans la profondeur de leur histoire. Et ça, c'est vraiment une chance de faire ce travail pour ça. Une anecdote qui m'a marquée dans le sens où d'avoir accès à des personnes avec lesquelles je ne parlerai pas dans le quotidien, c'est peut-être un podcast que j'ai fait sur des personnes sourdes. Et malheureusement, en fait, on ne les côtoie pas au quotidien. En tout cas, moi, je n'avais pas côtoyé des personnes sourdes dans mon quotidien auparavant. Et en fait, c'était l'histoire d'une fille entendante
qui avait 2 parents sourds, qui a toujours 2 parents sourds, et qui se retrouvait un peu aidante de ses parents, parce que la société n'est pas du tout faite pour les personnes en situation de handicap, et notamment les personnes sourdes. Et donc on a fait un podcast sur cette thématique-là, et on a fait s'exprimer ces personnes sourdes à travers des interprètes. Et on a quand même gardé dans le podcast, dans l'épisode final, les sons produits par des personnes sourdes, parce qu'elles produisent des sons à travers leurs mains, des onomatopées, et c'était en fait très beau d'avoir cette double narration, on va dire, et cet accès à une autre manière d'appréhender le monde, parce que la parole aujourd'hui, elle est très présente. Et en fait, ça donne vraiment une autre vision du monde d'avoir accès à ces personnes-là. Merci. Alors, je ne sais pas, je vais lancer directement la parole, je pense. On a Suzanne qui va ouvrir la discussion. Merci, ça fonctionne. J'ai perdu ma question en cours de route. Oui, je me demandais, en fait, j'ai plusieurs questions. Déjà, comment est-ce que vous faites pour vous répartir les sujets ou pour trouver les sujets, ou est-ce que vous faites des appels à témoignages ou ce genre de choses? Et la deuxième question, c'est est-ce que parfois vous retravaillez le récit, c'est-à-dire qu'il sort de manière spontanée de la personne et après vous allez peut-être le remettre de manière chronologique ou pas? Ou est-ce que c'est travaillé en amont pour que la personne, elle puisse raconter de manière audible justement son récit? D'accord. Donc la première question, comment on trouve les histoires? Au début de Transfert, c'était pas encore très écouté, donc on n'avait pas encore accès à toutes les histoires, donc on allait vraiment les chercher. Donc aller les chercher, moi ça a commencé par mon cercle proche, en fait, tout le monde autour de soi a des personnes qui ont vécu des choses incroyables, donc il suffisait un peu de puiser dans ce cercle-là. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller chercher vers des personnes justement qui sortent de nos cercles. C'est l'intérêt aussi. Mais en tout cas, au début, j'avais pas vraiment le choix parce que voilà, c'était le début. Aujourd'hui, Transfert, c'est très écouté. Donc en fait, il n'y a même pas besoin de faire des appels à témoignages. Je crois que la rédaction reçoit 25 mails par semaine de personnes qui veulent raconter leur histoire. Donc il y a vraiment une demande qui fait que ensuite c'est la rédaction qui va répartir les histoires entre les différents journalistes. Et nous, on propose aussi des histoires. Parce que, encore une fois, on a entendu dans notre cercle d'amis, ou on a vu quelque chose dans la presse et on s'est dit que ça méritait vraiment d'être développé, ou sur les réseaux sociaux. Enfin, des histoires, il y en a plein partout, tout le temps. Et donc, moi, quand j'ai une histoire qui me touche, notamment, par exemple, l'extrait qu'on a entendu, ça, c'est une histoire que j'avais vue et que j'avais envie de traiter en podcast. Et voilà, donc il y a un peu cette deux manières. Je ne sais pas si vous avez tous bien entendu dès le départ, ça parlait de Pone, un beatmaker qui était connu et qui a du coup une maladie, Charcot, etc. Et la deuxième question. Ah oui. Oui, en fait, il y a un énorme travail de préparation, c'est-à-dire qu'on va pas. Je ne vais pas venir avec mon micro comme ça, sans avoir déjà eu la personne au téléphone. Il y a vraiment un travail de préparation avant le tournage. Donc en fait, je vais pré-interviewer la personne et elle va me raconter vraiment toute son histoire. Donc c'est des appels qui peuvent durer 2-3 heures pour vraiment recueillir toute l'histoire. Et après, on va avoir un travail de narration où on va choisir. En fait, il y a peut-être des choses qu'elle m'a dites qui vont pas correspondre à soit ce qu'on cherche ou c'est hors sujet quelque part. On va définir un angle, une problématique, et ensuite on va resserrer et on va construire l'histoire de cette manière-là avant le tournage. Donc ensuite, il y a quand même à peu près 3 heures de tournage pour un épisode qui va finalement durer 30-40 minutes. Donc il y a aussi au montage tout un travail de narration qui va faire qu'on va ressortir l'essentiel de l'histoire selon l'angle aussi qu'on aura défini. Merci. Une autre question? Ouais. Alors, on a un micro, mais il y a fil, donc c'est... Si je comprends bien ce que vous venez de dire, ça veut dire que vous faites deux interviews, quoi. Et après, vous obligez un petit peu la personne à répéter ce qu'elle a dit au cours des 3 heures initiales.
obligée. Je n'oblige personne puisque les personnes sont volontaires et je leur explique dès le début le processus de fabrication d'un épisode. Si la personne n'a pas envie, je vais pas la forcer. On fera pas l'épisode. Mais en tout cas, c'est vraiment essentiel d'avoir une première fois recueilli l'histoire pour savoir en fait de quoi ça parle, savoir si ça correspond vraiment à un format transfert, parce qu'il y a des histoires qui ne correspondent pas au format. Donc on a besoin de connaître l'histoire avant. Et ensuite, effectivement, les 3 heures, c'est aussi parce que moi, je pose des questions, j'essaie de la faire développer, parce qu'on va reprendre, on va faire des pauses, et parce que ça prend du temps de raconter une histoire. Est-ce qu'il y a parfois des choses qui sont perdues entre la première interview et la deuxième, peut-être de la spontanéité, des choses que vous ne retrouvez pas? Est-ce que c'est récurrent ou est-ce qu'il y a une parade pour quand même parvenir à retrouver la spontanéité de la première fois au téléphone? En fait, pour moi, c'est vraiment 2 choses qui sont différentes parce que dans la première interview, c'est pas enregistré et la personne n'a pas un micro sous le nez. Et oui, parfois, elle va me dire des choses et parfois, d'ailleurs, elles me le disent qu'elles ne le diront pas ensuite, mais parce qu'elles sont dans une liberté totale d'expression, en fait. Oui, on ne va pas toujours retrouver ça au micro et en fait, c'est normal et quelque part, c'est sain aussi parce que la personne a des choses à garder et qu'elle veut garder, quoi. Après, en fait, je trouve que tant que on est là, en fait, c'est plus mon travail d'être présente pleinement pour que moi, en fait, j'ai déjà entendu l'histoire une première fois. J'ai déjà travaillé sur un script. Je la connais quasiment par cœur déjà. Bon, après, le montage, c'est encore une autre histoire. Mais donc, c'est à moi d'avoir une présence comme si c'était la première fois qu'elle me l'a raconté. Et dans ce cas-là, je pense qu'on peut retrouver la spontanéité. Oui, parce qu'en fait, on rentre dans l'intime des gens, on rentre dans des histoires qui touchent, qui parlent d'émotion, qui engendrent de l'émotion. Donc j'imagine que cette première rencontre aussi, c'est quelque part une façon peut-être de faire du lien avec la personne, de créer cette relation de confiance dans un premier temps qui va faire que la personne va se sentir aussi plus à l'aise pour pouvoir parler face à un micro. Parce que j'imagine, mais si tu plantes le micro sous le nez de quelqu'un, en lui disant allez-y, on va tout de suite raconter, on va parler de l'intime, il risque d'y avoir aussi des blocages. Donc c'est un processus aussi relationnel pour arriver à un résultat de confidence et de... Complètement. Moi, j'ai une question par rapport à... Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à toutes les rencontres et voilà toutes les histoires, en gros, que tu as découvertes dans l'intimité des gens, entre l'ancienne Jeanne-Marie et la nouvelle. Quelle est l'évolution? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a transformé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché plus que d'autres? Voilà, moi, en gros, c'est cette ancienne Jeanne-Marie, avant qu'elle devienne journaliste ou productrice de podcast, dans l'intimité, et la nouvelle, celle qu'on voit aujourd'hui. Quelle est la différence? Quelle est l'évolution? Alors là, il faudrait que j'en parle avec ma psy. C'est dur à répondre. Après, moi, je suis convaincue que les histoires transforment et qu'on apprend énormément de choses en se mettant dans la peau d'autres personnes. Après, vraiment, individuellement, je sais que ça m'a fait grandir, mais bon, aussi, j'ai peut-être pas envie de parler non plus de ma vie personnelle ici. Mais oui, je sais qu'il y a eu des transformations, que ça m'aide énormément. Et en plus, parfois, j'ai l'impression qu'on attire des histoires qui sont quelque part un peu faites pour nous, qui vont nous parler, qui vont nous faire évoluer. Alors moi, j'ai beaucoup écouté Transfert, et à chaque fois, ce qui me frappe, c'est la façon dont les souvenirs sont racontés, et j'ai l'impression de vraiment y être et de comprendre la personne, et je me mets à leur place et je me dis que c'est un vrai travail de réussir à retranscrire son histoire et à retracer les choses et à se remettre dans l'émotion dans laquelle les personnes étaient. Et est-ce que vous les accompagnez pour faire ce travail-là, ou est-ce que c'est quelque chose qu'elles arrivent à faire toutes seules? Alors,
il y a des personnes qui ne sont pas du tout habituées. Je pense, en fait, il y a vraiment différents profils de personnes. Et par exemple, si je compare un sauveteur en mer qui était pêcheur, qui n'a jamais eu l'habitude de raconter sa vie à un micro, qui n'a jamais écouté un épisode de transfert, qui n'a pas l'habitude de ne serait-ce que penser à ses émotions, là, va y avoir un vrai travail pour essayer de lui faire dire ce qu'il a ressenti, ce qu'il a fait. Et là, ça va être un vrai travail. Maintenant, en fait, Transfert, comme c'est un podcast qui est assez écouté et que souvent les personnes qui veulent témoigner connaissent le format, j'ai l'impression que c'est aussi plus facile parce que elles savent en fait ce qu'on attend d'elles et donc c'est peut-être des personnes aussi qui sont plus en phase avec leurs émotions et qui vont avoir plus de facilité à en parler. Moi, j'ai une question pour rebondir à ce qu'elle disait, mais plus sur les personnes qui viennent témoigner. Est-ce que tu as des retours justement des personnes qui disent d'avoir fait Transfert, ça m'a fait évoluer, ça m'a permis de m'aider sur peut-être le sujet du transfert. Est-ce que tu as des retours des personnes après même la diffusion, sur l'évolution de leur récit ou de comment? Pas forcément. J'ai pas forcément... souvent j'ai un retour un peu immédiat sur j'ai écouté l'épisode et des retours qui sont la plupart du temps positifs. Après, se rendre compte d'à quel point ça a transformé sa vie de faire un transfert, je pense que ça prend du temps et on reste pas forcément en contact sur les mois qui suivent, quoi. Mais j'imagine que ça... Mais c'est pas le but non plus d'ailleurs de mon travail, mais j'imagine que ça peut aider, ouais. Bon, ma question est un peu pareille, mais on entend beaucoup d'histoires un peu traumatisantes ou dures pour certains. Et est-ce qu'après, il y a un suivi de votre part? Est-ce que vous restez avec eux après l'épisode ou après la diffusion? Est-ce que vous les contactez pour avoir pour savoir si ça s'est bien passé pour eux, etc. On est là tout au long du processus et on force vraiment pas les gens. On veut vraiment que ce soit quelque chose dont ils sont certains de vouloir, que les personnes sont certaines de vouloir faire, pardon. Et après, il n'y a pas forcément de suivi. Après, moi, je suis vraiment ouverte à ce que la personne vienne me dire si elle rencontre une quelconque difficulté. Maintenant, c'est pas aussi mon métier d'être psy, quoi. Donc, même si, du coup, si la personne venait me voir, je pense que je la réorienterais vers des personnes compétentes, quoi. Est-ce que vous avez des barrières ou des limites? Une fois que vous interviewez une personne et que la glace est rompue, certaines peuvent, on sait, se livrer vraiment très, très fortement, intensément, au point peut-être de ne pas se rendre compte l'impact de la diffusion. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire non, ça décemment, je ne peux pas le diffuser ou l'intégrer au podcast? En fait, les personnes sont quand même... alors, il y a un truc qui est quand même important dans Transfert, c'est qu'on ne va pas aller chercher les personnes qui ont vécu leur histoire traumatique il y a 2 jours. En fait, c'est des personnes qui ont du recul sur leur histoire, qui en ont déjà parlé, qui ont fait tout un processus justement un peu de réparation, etc. Donc en fait, c'est quand même des personnes, on n'est pas dans le vif du truc où, je sais pas, il y a un incendie et je vais prendre la parole d'une femme qui est en train de pleurer, et pas du tout, c'est pas le but. Donc je pense que les personnes ont quand même la capacité elles-mêmes de savoir ce qu'elles ce qu'elles ont envie de livrer, et voilà. Ensuite, en plus, c'est anonymisé, donc les impacts, finalement, peuvent être relativement limités, puisque on peut pas savoir. En plus, c'est de la voix, donc personne va aller arrêter la personne dans la rue en disant je t'ai écouté dans le dernier transfert. Enfin, je ne sais pas si vous pensez à quelque chose de spécifique, mais en tout cas, moi, j'essaie de pas non plus aller chercher l'émotion à tout prix. C'est-à-dire que si elle arrive, je l'accueille, mais je ne vais pas essayer de sucer toute la moelle de la personne pour qu'elle me tire des larmes. Ce n'est pas du tout le but. Et donc, elle est quand même dans la maîtrise de son récit, quoi. Justement, ça me fait penser à quelque chose. Comment, tu disais tout à l'heure que les histoires sont souvent des histoires vécues, les personnes ont pris déjà de la hauteur par rapport à leur histoire. Justement, comment on choisit une bonne histoire?
Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, tiens, cette histoire-là, elle va intéresser d'autres personnes? Alors effectivement, déjà, il faut que la personne ait du recul, et ce qui fait qu'on va avoir vraiment tout un déroulement d'une histoire, c'est-à-dire qu'il y aura un début, un milieu, une fin, et ça c'est déjà important, c'est une structure, c'est une histoire, voilà. Après, c'est le fait que c'est quand même, on cherche des histoires qui sont originales, donc on va essayer d'aller chercher des choses qui n'ont pas été entendues, et on va essayer d'être surprenante dans la manière dont on aborde l'histoire, c'est-à-dire que d'avoir ce qu'on appelle des rebondissements, en fait, que l'histoire, elle va dans une direction et puis ensuite elle en prend une autre, et ça va créer la surprise, et on va avoir envie d'écouter la suite, parce que c'est des formats longs, c'est 40 minutes, donc on sait que 40 minutes dans la vie des gens, c'est précieux, donc il faut quand même avoir des histoires un peu originales et surprenantes. Ouais. Et aussi une capacité de bien les raconter malgré tout, parce que quand la personne le racontera avec émotion, etc., ce sera forcément plus fort. Et alors du coup, j'avais une autre question. Si maintenant les gens viennent à vous pour proposer des témoignages, etc., est-ce que vous faites un tri ou est-ce que c'est le premier interview, par exemple, qui va faire le tri? Et est-ce que parfois ça arrive que les gens demandent d'être totalement anonymisés ou de changer de prénom ou ce genre de choses? Parce que comme il y a des histoires qui sont vraiment originales et tout, je me dis qu'on peut quand même les reconnaître, en tout cas dans le cercle proche. Mais alors, de toute façon, dans le cercle proche, j'ai envie de dire qu'on ne change pas la voix. Donc, une voix, ça reste malgré tout reconnaissable. Donc, la personne en est consciente. Enfin, de toute façon, les personnes qui témoignent d'un transfert, elles ont vraiment conscience de ça. Et après, c'était quoi la question? Ah oui, est-ce qu'il y a un premier tri? Oui, il y a un premier tri, donc c'est la rédaction de transfert qui va recevoir les histoires, et il y a un premier tri qui est fait à ce moment-là, de savoir si déjà ça les intéresse, s'ils n'ont pas déjà fait 5 fois un truc similaire, ou... Enfin bref, je ne connais pas exactement leurs critères de tri. Et après, il y a des tris qui sont faits aussi pendant le processus que je vous racontais. On peut faire une pré-interview, et finalement, soit la personne, soit nous, on décide que ça ne convient pas. Ouais. J'ai une autre question. À chaque fois, les personnes, je trouve que c'est des personnes qui sont très humaines et qui ont des belles valeurs. Et je me demandais si justement vous faites un tri sur les valeurs que la personne a, et donc du coup que ça apporte au podcast. Et si oui, sur quoi vous vous basez? Parce que j'imagine que personne qui a une façon de penser qui ne correspond pas, vous n'allez pas l'apprendre. Et voilà, je voulais savoir ça. En fait, il faut quand même faire la différence entre transfert et moi, journaliste, qui participe au format transfert. C'est-à-dire que je ne connais pas, encore une fois, vraiment les critères de sélection de la rédaction de transfert, et je ne sais pas à quel point eux veulent que des histoires qui correspondent à certaines valeurs. Il faudrait leur demander plutôt à eux. Maintenant, moi, je sélectionne aussi mes histoires, c'est-à-dire que je leur propose des histoires, ou quand ils me proposent des histoires, je peux tout à fait leur dire non pour un tas de raisons. Et effectivement, moi, je vais avoir mes limites en termes de à qui je veux donner la parole, de quelle manière. Merci. Bonjour, je voudrais juste, si c'était possible, de revenir sur la partie où tu parlais du travail de narration. C'est quoi ton process une fois la première interview? Ensuite, comment tu processes pour construire la problématique de l'épisode? Enfin, comment ça se passe pour toi, ça? En fait, après la première interview que je fais par téléphone, où j'ai rien enregistré, je vais faire ce qu'on appelle un script, une sorte de scénario. Donc c'est un peu comme scène par scène, parce que transfert, c'est un peu comme si on regardait un film sans les images. C'est construit un peu comme ça, comme un film, avec des descriptions très détaillées de l'endroit où on est, de ce qui se passe, tout est raconté au présent. Donc déjà, il y a un peu ça, des codes de transfert à respecter dans le script. Et après, l'angle, je définis de façon un peu naturelle, parce que souvent, la personne va répéter un peu les mêmes mots.
on sent qu'il y a un peu un fil rouge dans la manière dont elle a vécu son histoire, et ça va déterminer l'angle. Merci. Et comment est-ce qu'on fait pour que les récits soient agréables à écouter? En fait, quand on a quelqu'un face à soi, est-ce que tu les fais répéter parfois 3 fois pour que ce soit bien dit, qu'il n'y ait pas 50 types de langage, que ce soit compréhensible? En plus, toi, on ne t'entend pas poser les questions, donc il ne faut pas que la personne réponde juste oui, non, parce que nous, sinon, on ne comprendrait rien à l'histoire. Enfin, voilà, parce qu'il y a à la fois ce côté émotion, faire raconter l'histoire, et en même temps que le rendu soit agréable et fluide à écouter pour nous. Eh bien, c'est la magie du montage. C'est pour ça qu'en fait, on a 3 heures d'interview et potentiellement, effectivement, faire répéter la personne. Moi, c'est plus des problèmes de compréhension parce que les tics de langage, on peut les supprimer au montage, mais parfois, en fait, la personne, elle va partir dans son histoire, mais sans remettre le contexte, sans nous dire où elle était, quand ça s'est passé, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à reprendre pendant le tournage. Tout ça, moi, je le vire au montage et du coup, on n'a que vraiment les parties essentielles à l'histoire, quoi. Ouais, moi, j'avais aussi une question un peu similaire sur la narration, parce que vous dites que vous avez déjà entendu l'histoire une fois, dans les détails, vous avez dit que vous la connaissiez par cœur, en fait, au moment de l'interview, de l'entretien, et en fait, je me demande, donc évidemment, la personne que vous interviewez, elle sait de quoi elle va parler, vous savez aussi, et il peut y avoir des raccourcis, justement, et des mises hors contexte. Et est-ce que vous avez un gros travail de déconstruction du récit pas déconstruction, mais de recréer vraiment la logique pour que ce soit audible ensuite par des auditeurs qui, eux, ne connaissent pas du tout l'histoire et la découvrent. Voilà, j'aimerais bien savoir la part de travail. Est-ce que c'est quelque chose d'important, de difficile, ou au contraire, est-ce que c'est de l'ordre du réflexe et puis il n'y a pas de... Et finalement assez simple, quoi. En fait, ce qui va nous aider dans ces cas-là, c'est d'avoir un document écrit où on a déjà, comme je vous disais, l'histoire détaillée. Et c'est vraiment notre base de travail ensuite pour l'interview qui va nous permettre de savoir où on en est, est-ce que la personne a bien dit qu'on était telle date, et remettre du contexte. Et après, c'est vraiment notre travail si c'est pas fait, de la reprendre. Sans non plus la couper toutes les 2 secondes parce qu'il faut garder cette spontanéité du récit, quoi. J'ai écouté beaucoup de transferts et ce que je trouve fou à chaque fois, c'est justement l'originalité des récits et parfois la gravité aussi des récits. Et je me demande comment est-ce que vous faites quand vous êtes justement la première fois au bout du fil avec cette personne qui raconte des histoires. Des fois, je raccroche mes écouteurs à la fin et je me dis « Waouh !» Et en fait, vous êtes la première auditrice en fait, de cet épisode. Et comment est-ce que vous faites pour rentrer chez vous le soir avec ces histoires qui sont parfois... assez intense, quoi. Voilà. Bonne question. Alors déjà, je travaille de chez moi, souvent surtout quand je fais des appels. Donc je ne rentre pas chez moi le soir, je suis déjà chez moi. Ce qui est encore pire, en fait. Mais en fait, il y a des histoires qui vont plus me toucher que d'autres, et parfois, je ne l'avais même pas vu venir. Et en fait, je reste une personne humaine avec mes émotions, et effectivement... je suis touchée par ce que les personnes me racontent. Après, j'essaie de prendre du recul et que ça n'affecte pas ma vie personnelle. Mais c'est vrai, c'est quelque chose auquel on doit faire attention quand on fait ce métier-là, de quand même se préserver. Et je sais, par exemple, que j'ai dû arrêter un projet en cours, justement parce que j'étais submergée, parce que c'était un sujet qui était très difficile et où j'enchaînais un peu les épisodes. Et en fait, j'avais que ça tout le temps dans ma vie, des histoires un peu horribles. Et je pense que... Ce qui me permet de tenir, c'est de faire des histoires difficiles, mais aussi des histoires plus légères, plus joyeuses, travailler sur des projets qui n'ont rien à voir, et ça me permet de sortir de ça, quoi. Oui, parce qu'en fait, au départ, tu es journaliste,
Ouais. T'es pas, voilà, moi je suis travailleuse sociale, Ouais. j'ai été formée à l'écoute, etc. Donc écouter des fois des histoires qui sont complexes, mais toi non, Non. ça vient un peu sur le terrain en fait. Oui, T'es face à ça et du coup sur le terrain. Alors du coup, c'est un peu en écho peut-être moi. Ce qui ma curiosité, ça serait de savoir justement quelle posture on a en tant que journaliste pour quand on rencontre justement des personnes qui vont être amenées à parler de leur intime. Est-ce qu'on a tout le temps la même posture? Est-ce que toi, tu as une forme de posture que tu répètes d'une personne à une autre, ou est-ce que c'est différent en fonction de chaque rencontre? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses, qui est importante pour toi? Alors, je pense qu'il y a un cadre qui va être défini par le fait que c'est mon métier. Et donc, je ne suis pas psy, ni travailleuse sociale, ni leur amie, en fait. Et je pense que c'est vraiment important, et je pense dans ce travail aussi, de mettre ce cadre en place. Et ce qui va m'aider, c'est d'avoir une posture professionnelle, en fait, d'expliquer comment ça va se passer. Quand on est sur le tournage, j'ai mes écouteurs, j'ai mon micro, j'ai mon enregistreur. Donc je suis là, je suis journaliste, et c'est visible, et le cadre est posé. Et dans ce cadre, je vais pouvoir développer un lien de confiance, mais qui ne sera pas celui d'une amie ou d'une psy. Et je pense que ça aide beaucoup. Et ensuite, chaque personne est différente, donc je vais adapter cette posture à ce que me renvoie la personne, son énergie, si elle a envie d'être un peu plus dans un lien distant ou moins distant. J'en profite pour poser une autre question. C'est quoi ton rôle au sein de Transfert? Est-ce que c'est toi qui as l'initiative de ce podcast? Si oui, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Et quel est aujourd'hui ton rôle au sein de Transfert? On comprend bien du coup ton travail de journaliste et d'interview, mais du coup, à part ça, qu'est-ce qu'il y a autour? C'est pas moi qui ai créé Transfert. Ce sont des journalistes, Charlotte Pudlowski notamment, qui ont créé ce format. Et moi, je participe en tant que journaliste. Donc en fait, on est, je sais pas, un pool, on va dire, de journalistes qui travaillons pour Transfert. Et moi, je fais certains épisodes en fait. Voilà. Justement, ce pool, c'est combien pour avoir un ordre d'idée de... C'est quoi? C'est 2, 3 journalistes, 15, 50? En fait, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ok. Ouais. Très bien. Il faudrait compter le nombre de noms différents qu'on entend dans les crédits. Vous disiez tout à l'heure que vous travaillez pour d'autres médias, et notamment Louis Média. Est-ce qu'il y a un format qui vous plaît davantage et pourquoi? Ou qui vous laisse plus de liberté d'expression personnelle? J'aime bien. En fait, c'est des formats qui sont différents. Par exemple, pour Louis Média, si je travaille sur un épisode d'émotion, il va y avoir toute cette partie de récit de vie, mais il va y avoir une partie où je vais interviewer des personnes expertes, donc des psychologues, des historiens ou historiennes. Donc, c'est un travail qui est complètement différent, qui est aussi tout à fait enrichissant. C'est juste des formats qui sont différents, et selon mes envies, selon les sujets, en fait, aussi que je vais trouver, les histoires que je vais trouver, je vais me diriger vers tel ou tel format. Et techniquement, est-ce que tu te déplaces chez les gens pour vraiment la prise de son? Enfin, tu disais que tu venais avec ton micro et tout ça, ou est-ce que vous donnez un point de rendez-vous et du coup, est-ce que tu te déplaces dans une certaine zone ou dans toute la France? Eh bien, je peux même aller au bout du monde, mais pour l'instant, on ne m'a pas envoyé. Mais je vais, en fait, en général, je vais chez les gens parce que c'est là où les personnes seront le plus à l'aise. C'est quand même des sujets intimes, on va passer 3 heures. Donc, autant être chez la personne dans un environnement qu'elle connaît. Si on doit faire des pauses, elle sera plus à l'aise, etc. Maintenant, après, il y a parfois des travaux chez la personne ou d'autres contingences qui vont faire qu'on va tourner en studio ou ailleurs, mais de préférence chez la personne, oui.
Et donc vous êtes amené à travailler avec des hommes et des femmes. Et est-ce que vous avez remarqué une différence entre un récit raconté par un homme et un récit raconté par une femme? Est-ce que c'est parfois plus dur, je ne sais pas, pour un homme de se livrer entièrement et de parler de ses émotions? Voilà. Alors, je pense qu'il y a un biais, parce que déjà, je fais transfert, c'est quand même beaucoup de femmes qui veulent raconter leur histoire. Et le témoignage, en général, c'est souvent des femmes, ce qui est un peu dommage. Et du coup, les hommes qui vont vouloir raconter leur histoire dans transfert, c'est des hommes qui seront plus ouverts à livrer leurs émotions, enfin, qui ont ne serait-ce que déjà écouté un épisode de transfert et qui savent ce que c'est, quoi. Enfin, Des personnes qui ont déjà des sensibilités là-dessus et qui du coup s'autorisent à leur tour à aller vers cette sensibilité-là. Ouais. C'est ça. Moi, j'avais une autre question. Je participe. Quand on est amené, je ne sais pas si tu as calculé le nombre de personnes que tu as rencontrées, d'histoires que tu as entendues, mais quand on est amené comme ça à rencontrer des personnes, j'imagine que ça fait un certain nombre. Est-ce que, à un moment donné, on peut ressentir un peu une sorte de trop-plein, ou comme si la jauge, en fait, comme s'il y avait un bidon qui se remplissait au fur et à mesure, et qu'à un moment donné, cette empathie, parce que j'imagine qu'il doit y avoir cette forme d'empathie envers la personne pour pouvoir rentrer en résonance avec elle. Et est-ce que ça bloque pas, en fait, à un moment? Est-ce que le risque, c'est pas justement que ça bloque, peut-être pour se protéger? Tout à l'heure, on parlait de la question de l'impact que ça a sur soi. Et voilà, et comme on disait tout à l'heure, tu n'es pas professionnel de la relation humaine au départ, même si ça l'est de fait. Donc voilà, c'était un petit peu... En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a un projet que j'ai dû arrêter parce que justement, je ressentais ce trop-plein, que j'étais peut-être trop en empathie, enfin, c'est ce qu'il faut, mais que du coup, c'était trop d'histoires vraiment difficiles en même temps. Et j'ai vu que j'atteignais ma limite. Et effectivement, si j'avais continué, je pense que j'aurais peut-être mis ce mécanisme de protection, de ne pas être assez présent, et c'est pas du tout ce que je recherche. Donc oui, c'est aussi savoir mettre des limites. Bonjour. J'aurais aimé savoir si à votre connaissance, il y a des gens qui ont regretté d'avoir témoigné. Et si oui, pourquoi? Et notamment, est-ce que vous leur faites valider, entre guillemets, avant de publier? Une sorte de contrat? Voilà. Je n'ai pas connaissance de personnes qui ont regretté. Après, encore une fois, moi, je n'ai pas fait tous les épisodes de transfert et donc je ne saurais pas... Enfin, voilà, je ne saurais pas si c'était le cas. Moi, dans mes épisodes, j'ai jamais eu une personne qui m'a dit avoir regretté, et c'est plutôt l'inverse. En général, ça les aide beaucoup pour différentes raisons. Et on ne fait pas valider, mais en revanche, si la personne au tournage me dit que telle chose qu'elle vient de dire, elle ne veut pas que ce soit dans l'épisode, évidemment, je vais respecter sa volonté. Mais bon, en fait, elle aura donné son histoire, et ensuite on fait le montage et on la diffuse. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure du coup du contact en personne, d'être en présence chez eux pour qu'elle soit à l'aise, pour que ça facilite le dialogue. Dans des situations typiquement de Covid, quand on n'a pas ce contact en personne qui est possible, est-ce que ça permet quand même de continuer d'avoir ces échanges? Est-ce qu'il y a du coup des stratégies pour un peu compenser justement ce manque de contact en direct, ou comment on s'adapte à ça en fait? C'est une bonne question, parce que je suis en train de me dire que je ne pense pas avoir fait d'épisodes comme ça, de ces formats-là, pendant les confinements, etc. Je pense que là, c'était quand même plus compliqué. En fait, on peut faire des épisodes à distance. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières aujourd'hui d'avoir du bon son en faisant une visio, etc. Mais moi, je veux pas travailler comme ça, quoi. D'autres questions? Je suis sûre, Suzanne, que tu as une question. Je sais plus si tu l'as déjà dit, mais quand tu vas chez les gens, tu es toute seule?
Ou il y a d'autres gens Oui. avec toi de la technique ou... Non, je c'est suis toi toute qui fais seule, tout. ouais. Ok. Parce que je me disais, sinon, pour introduire d'autres personnes aussi dans la confiance et l'intimité, c'est encore un autre truc, quoi. Oui, je pense que le fait d'être toute seule, ça facilite le lien de confiance, clairement. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà interviewé plusieurs personnes en même temps? Non, parce que c'est pas du tout le format que je fais. C'est-à-dire que j'ai déjà interviewé, notamment dans le teaser que vous avez entendu, il y a 3 personnes qui sont interviewées, mais c'est des prises de son vraiment séparées, quoi. Bonjour, alors du coup pour rebondir sur la question de Suzanne, c'est est-ce que c'est déjà arrivé que vous soyez mal à l'aise en rentrant, enfin le fait d'être seul chez quelqu'un, de sentir mal à l'aise? Bah, en fait, encore une fois, ça peut arriver que l'histoire me touche particulièrement et que voilà, je me sente un peu, je sais pas, déprimée ou touchée. Enfin, comme quand vous écoutez des épisodes de transfert, en fait, c'est juste que moi, je l'ai un peu plus directement, quoi. Mais pas en insécurité ou en... Ça, c'est jamais arrivé? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent te contacter suite à un épisode, peut-être des gens qui connaissaient la personne ou même par curiosité? Est-ce que tu es contacté avec, peut-être en demandant peut-être des infos un peu plus, j'allais dire malveillantes, mais si on te contacte, c'est dans quel cadre en général? C'est plus j'ai beaucoup aimé l'épisode ou c'est j'aimerais bien en savoir plus, ou alors même des gens peut-être qui se reconnaissent dans les autres personnages de l'histoire? Ça t'est déjà arrivé ou... Ça m'est déjà arrivé, mais souvent c'est plus parce que la personne a vécu une histoire similaire et elle aimerait en parler avec une personne qui a vraiment son vécu. Et donc dans ce cas-là, on demande à la personne qui a été interviewée si elle est d'accord, et dans ce cas-là, on fait la mise en relation. Mais j'ai jamais eu de personne malveillante, ou alors c'était caché, je n'ai pas su. C'est quoi le modèle économique de transfert? Honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question, encore une fois. Je sais pas. J'imagine, il y a des pubs, je crois, au début. Après, il faudrait voir avec eux, encore une fois. Désolée, j'ai plein de questions. Est-ce que dans les différents podcasts que tu fais, que ce soit du coup transfert, je sais plus, tu as parlé de émotion, passage, etc., il y a un format que tu préfères? Je connais pas les autres. Ou est-ce que c'est que du récit de vie à chaque fois? Et dans ce cas, tu te spécialises un peu là-dedans? Ou est-ce que tu fais d'autres formats complètement différents? Et auquel cas, est-ce que tu as une préférence? Je suis en train d'afficher en fait au projet que j'ai fait, mais je fais essentiellement du récit de vie. Aussi parce que, comme je sais faire, on me rappelle pour faire ça, et j'adore, et ça me plaît beaucoup. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien explorer d'autres formats à l'avenir. Ouais. De ne pas rester enfermé. Oui, c'est ça. Juste, ouais. Alors du coup, ça rebondit un petit peu sur la question de Suzanne. Comment on arrive comme ça, au tout début, tes premières expériences de récit de vie, comment on arrive à ça? Est-ce que c'est le hasard pour toi? Est-ce que ça a été un choix aussi, peut-être politique, enfin au sens de la politique sociale, de porter aussi une voix de personnes qu'on n'entendrait pas ailleurs, ou voilà, ça a été comment t'es arrivé à ça? Alors c'est un choix totalement politique, et effectivement j'essaie de vraiment faire parler des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ou pas de la manière dont on va les entendre. Mais quand j'ai commencé, c'était pas conscient, c'était plus un peu un coup de chance, parce que moi j'ai fait une reconversion, en fait à la base je faisais complètement autre chose, et j'ai voulu faire une formation en journaliste. C'était une formation courte, et il y a eu justement les personnes en charge de transfert qui sont venues nous présenter transfert dans ma formation. Et c'est comme ça que j'ai pu faire... j'écoutais déjà transfert et j'aimais beaucoup ces formats-là, mais c'est comme ça que j'ai pu faire mon premier épisode et ensuite continuer.
Moi, j'avais une question un peu sur toute la validation. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait votre deuxième interview avec les 3 heures, etc., jusqu'à la diffusion du podcast. C'est-à-dire, dans quelle mesure vous intervenez. J'ai cru comprendre qu'au tout début, il y a une sélection de la rédaction de transfert de telle ou telle personne, etc. Et donc, à la fin, comment ça se passe entre le montage, enfin la production, et la diffusion en termes de sélection, vous, votre intervention et celle de la rédaction de transfert? En fait, moi, je fais ce qu'on va appeler un bout à bout, un pré-montage, c'est-à-dire que je vais vraiment réduire l'épisode à une 40aine de minutes. Et ensuite, la rédaction va repasser derrière et va refaire souvent des coupes parce qu'il y avait des longueurs ou voilà, des passages qui étaient moins pertinents que d'autres. Et voilà, et ensuite, c'est diffusé. On te demande ton avis avant diffusion ou c'est le dernier mot à la rédaction? Ça dépend. Je voulais savoir si vous aviez un épisode en particulier que vous avez réalisé, que vous nous conseillez, voilà, votre épisode préféré pour une raison. Je peux vous conseiller celui dont on a entendu le teaser. Si vous ne l'avez pas écouté, j'ai eu des bons retours et moi j'ai beaucoup aimé faire cet épisode parce qu'aussi il y a un travail sur le son qui est assez intéressant parce que c'est une personne qui communique à travers une machine, un ordinateur en fait, qui a perdu sa voix. Et donc c'est un épisode qui traite de la voix, de l'importance de la voix dans une personnalité, donc c'est parfait pour un podcast, quoi. Et en lien avec la prochaine table ronde. Le titre Rien ne peut arrêter Paune. Est-ce que tu aurais 2-3 tips à partager avec nous pour bien mener une interview, par exemple? Oui. Alors, déjà, poser des questions ouvertes, justement, pour ne pas avoir des oui-non, parce que ça, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. En fait, pour moi, le plus important, c'est vraiment la présence et d'être à l'écoute, mais une écoute vraiment active de la personne qui raconte son histoire, d'être en empathie, encore une fois, avec elle et d'accueillir ses émotions et de ne pas la couper. En fait, souvent, les personnes ont besoin de raconter leur histoire et d'aller au bout de leurs phrases, de leurs idées, de leurs réflexions. Et s'il y a des choses à revoir, moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'attends qu'elle ait fini et je lui dis, ok, mais juste, est-ce que tu peux redire ça aussi parce qu'on n'a pas bien compris. Mais je ne vais pas la couper. En fait, c'est vraiment important de la laisser dérouler son message et aussi de laisser la place au silence parce que, en fait, on sent quand la personne a vraiment fini de développer son idée ou sa réflexion ou son émotion. Et quand ce n'est pas le cas, j'accepte le silence et la personne va reprendre. Et ça, c'est important de laisser la place vraiment au silence. Ouais. Tu parles d'écoute active pendant l'interview et puis tu dis que parfois recueillir ces histoires-là, c'est parfois lourd, parfois chargé. Est-ce qu'il y a un accompagnement de la part de Transfert en amont sur justement la bonne posture à avoir pendant l'interview, un accompagnement sur après à gérer tout ça, ou vraiment c'est toi, comment tu t'es formé et puis comment tu gères ça vraiment solo? Alors encore une fois, ça dépend aussi des rédactions avec qui on travaille et je pense que ça dépend des besoins des personnes. Quand j'ai eu ce trop-plein, j'en ai parlé directement et ça a été tout à fait accepté le fait que j'arrête ce projet. On a tout de suite trouvé quelqu'un pour me remplacer et j'avais des personnes vraiment très à l'écoute qui ont su gérer la situation. À l'époque, il était question qu'un suivi psy soit mis en place. Ce n'était pas encore le cas, mais je pense que si j'avais vraiment voulu, on aurait pu le mettre en place. Je pense que si je le demandais, je pourrais l'avoir. Maintenant, je ne ressens pas le besoin. Mais si un jour ça arrive, oui, je pense que je l'aurai. Ouais. Et au niveau des personnes que vous interviewez, j'imagine qu'elles sont partout en France. Oui. Et il y a des sujets que vous ne pouvez pas avoir parce que c'est trop loin de chez vous, ou justement ça c'est pas un souci et le déplacement est accepté quoi qu'il arrive. Non, si l'histoire convient, je peux aller n'importe où en France. Ouais.
Moi, j'ai juste une question technique. C'est vous montez, vu que vous enregistrez et que vous montez vous-même pour faire une proposition à la rédaction, vous montez sur quoi? Sous Mac, sous Windows, et quel est le logiciel? Juste un nom, ouais, comme ça. Alors, j'ai un vieux PC et j'ai Hindenburg comme logiciel dessus. Voilà. Ça parlera aux connaisseurs. Moi, ça ne me parle pas. C'est pas le plus connu, hein, mais moi, je l'aime beaucoup. Moi, j'avais peut-être, en tout cas, une dernière question pour moi. Comment est-ce qu'on fait quand on parle comme ça de l'intimité des gens? Comment on fait pour ne pas tomber dans l'écueil du voyeurisme, en fait? Ouais, comment... Est-ce que c'est dans ta façon d'être, de faire raconter les choses, dans le montage, dans le script, pardon, dont tu as parlé, voilà. Comment on fait pour ne pas tomber dans quelque chose où on est juste là et ça relève plus du voyeurisme que de C'est une très bonne question parce qu'il y a quand même un côté un peu voyeur, on ne va pas se mentir, d'aller chercher quand même des histoires très intimes. Et donc c'est très important de réfléchir à ça et de ne pas tomber dans le voyeurisme. Moi, ce que je me pose comme question à chaque fois, c'est pourquoi on raconte cette histoire. Au-delà du sang et des larmes, c'est qu'est-ce qu'elle raconte de la personne, pourquoi elle l'a vécu de cette manière, d'aller chercher aussi l'individualité de la personne. Et voilà, qu'est-ce qu'elle dit de nous, de notre société, comment elle peut aider les personnes qui vont écouter. Ça, c'est super important. Et après, l'autre chose qui est importante, c'est, je pense, de rester en empathie avec la personne aussi dans l'écoute. Donc, s'assurer que les auditeurs ne vont pas l'écouter un peu comme une bête de foire, mais plutôt être dans l'identification et d'essayer de comprendre pourquoi elle a agi comme ça, qu'est-ce que moi j'aurais fait. Et c'est ça qui va faire, je pense, la différence. Il y en a encore une. Je suis arrivée un petit peu vers la fin, donc je ne sais pas si ça aura déjà été dit. C'est pour savoir si pendant l'écriture ou avant d'aller rencontrer les personnes en question, si vous écrivez les questions ou si vous vous donnez beaucoup de liberté au moment de poser des questions. Est-ce que vous êtes plus dans votre grille de questions que vous auriez préparée ou est-ce que vous êtes plus dans le moment et ce que vous ressentez, ce que la personne vous dit et du coup vous laissez la possibilité de poser des questions que vous n'aviez pas imaginées, par exemple? Alors, en fait, ce que j'expliquais avant, c'est qu'on a une première interview avant, on fait une pré-interview qui n'est pas enregistrée, et ensuite on a un script de l'histoire un peu détaillé. Et c'est ça qui va nous servir de base pour l'interview. Donc j'ai quand même des questions, en tout cas une narration qui est déjà posée, mais j'ai aussi, c'est important d'accueillir la personne telle qu'elle est et l'histoire telle qu'elle est au moment où elle est racontée. Et en fait, une personne ne va pas raconter l'histoire deux fois de la même manière. Et donc, il faut accepter aussi, parfois elle va me donner un détail qu'elle n'avait pas dit lors de la pré-interview et je vais avoir besoin de creuser et d'aller chercher. Donc il y a un équilibre entre les deux en fait. Moi j'ai encore une question technique. En fait, les données d'enregistrement, que deviennent-elles après? Ces 3 heures d'enregistrement que vous avez fait, etc., c'est quoi? C'est crypté, détruit Moi, je fais des tris réguliers dans mon drive. Ouais. Et après, pour ce qui est des studios, je ne sais pas. Ouais, ok. Est-ce qu'on prendrait une dernière question? J'ai la pression pour la dernière question. Non, mais je me disais, tu parlais de choix politiques aussi, de vouloir raconter des récits. Est-ce que ça t'arrive de te dire, il y a des choses qui sont jamais racontées et il y a des sujets où tu te dis, j'aimerais que ce soit plus raconté. Tu trouves pas forcément de récits ou c'est pas ceux qui t'ont proposé. Est-ce que tu vois des manquements un peu dans toutes ces histoires sur des sujets où toi tu te dis, je pense que ça pourrait être intéressant que ce soit mis en lumière? Je pense que c'est plus aussi un intérêt personnel au-delà je pense que moi j'ai vraiment besoin de m'intéresser à mon sujet pour pouvoir le traiter de la bonne manière. Donc c'est plus que je vais être attirée vers des sujets et de toute façon je vais chercher des sujets qui ne sont pas traités. Et après, oui, c'est plus ça je pense.
Bon, je pense que ça va être le moment de clore ce moment de rencontre. Merci beaucoup, Jeanne. Je remercie vraiment Jeanne de cet exercice parce qu'au départ, vous deviez être 2. Et Anne Bocandé, qui est journaliste aussi, a dû se décommander. Donc Jeanne a accepté de relever le défi de faire cet exercice toute seule et je l'en remercie. Et merci aussi à vous pour toutes les questions et l'intérêt que vous avez porté à cette rencontre. Merci.